Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Des batteries lithium-ion avec additifs ignifuges. Toyota subira le retrait des incitatifs aux États-Unis. La micromobilité a le vent dans les voiles. Les batteries à charge plus rapide seraient préférables aux batteries plus grosses. Walmart commande 4500 camionnettes toutes électriques. À rouler vert, on parle de l'accessibilité versus la disponibilité. Il n'y a pas juste des voitures, on parle de la planche EcoSurf. Connaître son auto en 60 secondes top chrono, des bornes niveau 2 60 ou 11 kW. Et en grande entrevue, on parle des véhicules utilitaires à basse vitesse. Que la maintenance est beaucoup plus basse. On peut parler des fois de 70-80% de moins d'économie en entretien. Tout ça et bien plus encore dans le 130e épisode de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec joie et plaisir que j'anime Silence on roule, le podcast 100% dédié aux voitures électriques. Silence on roule est fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon 2 semaines. Moi, pour ma part, je suis un peu excité de retour dans le vrai studio Bass, le studio où j'avais l'habitude d'enregistrer. Ça faisait près de 3 mois, en fait, que tous les enregistrements se faisaient dans un studio auxiliaire. Et là, je suis de retour dans mes trucs, dans mes choses, bien content de vous retrouver et de pouvoir enregistrer avec mon équipement habituel. L'épisode d'aujourd'hui est aussi un peu spécial puisque c'est le dernier avant les vacances. Eh bien oui, on va prendre un petit mois de vacances, comme à tous les étés finalement. Ça permet de se ressourcer un peu, de prendre du temps en famille. Évidemment, là, ici, étant donné que j'étais en rénovation dans les dernières semaines, derniers mois, on va pouvoir en profiter pour se remettre un peu, se réinstaller correctement et puis vous revenir là après les vacances estivales en pleine forme avec plein de nouveaux sujets. Des nouveautés aussi, nouveaux collaborateurs, restez à l'affût. On va avoir pour la rentrée un nouveau collaborateur, Sébastien Côté, qui va avoir une chronique là où il va traiter de sujets pour les débutants. Donc, à Silence on roule, là, on va dans toutes les gammes de sujets, autant des sujets plus pointus pour les gens qui connaissent bien les voitures et le transport électrique, et d'autres sujets qui s'adressent plus aux débutants. Donc, Sébastien Côté est directeur régional de l'AVEC pour la région des Laurentides et il est très habitué à communiquer aux débutants des concepts de base. Donc, on va avec lui regarder certains concepts de base pour bien comprendre l'environnement de la voiture électrique. Donc, si vous êtes un nouvel acquéreur ou un futur acquéreur de voiture électrique, soyez présents là, et téléchargez tous nos épisodes pour attraper les chroniques de Sébastien. Je pense que ça va être très intéressant pour vous. Toujours dans l'esprit de répondre aux questions de nos auditeurs, je vous rappelle qu'à question.silenceonroule.com, vous avez l'opportunité de nous laisser un message vocal. Vous enregistrez le message avec votre ordinateur. On le fait jouer en ondes et on y répond. Et justement, aujourd'hui, on a une question en lien avec la recharge de véhicules. Donc, je vais vous faire écouter la question et ensuite la réponse qui va être faite par Sylvain Juteau, qui est un expert là, en borne de recharge résidentielle. Il va nous donner exactement la bonne solution pour la question. Alors, on écoute ça tout de suite. Bonjour, ma question est la suivante. Je vais recevoir le Ioniq 5 incessamment cette année et c'est concernant les bornes de recharge. Je vais avoir besoin de l'autonomie complète du Ioniq 5 à tous les jours et également je sais que je vais recevoir le Ford Lightning possiblement l'année prochaine. Je vais également avoir besoin de l'autonomie complète du Ford Lightning tous les jours. Ma question est la suivante. Est-ce que je devrais m'acheter 2 bornes ou est-ce qu'il y existe déjà des bornes intelligentes qui vont pouvoir charger les 2 véhicules en même temps en cessant la charge du premier véhicule pour commencer la charge du deuxième véhicule? Merci.
Premièrement, pour bien répondre à la question, il me manque de l'information comme la capacité du panneau principal de votre maison. Mais j'imagine que c'est un 200 ampères. Habituellement, dans 98% des cas, quand c'est une entrée standard de 200 ampères, le plus loin qu'on peut aller, c'est un circuit de 60 ampères. Donc, c'est-à-dire une borne de 48 ampères, parce que le circuit est 60 ampères, puis il faut 20% de plus. Fait que moi, ce que je ferais, actuellement, à ma connaissance, il n'existe pas de borne 48 ampères avec 2 pistolets. De toute façon, je recommande pas cette solution-là, parce que souvent, je sais qu'il existe une 32 ampères américaine là, qui coûte, je pense que c'est du genre 2500 $. Puis là, vu que c'est juste une borne, tu as juste droit à la subvention une fois de 600 $. Donc, ce qui est l'idéal, c'est de mettre 2 bornes séparées. Là, tu as le droit à la subvention 2 fois. Puis en plus, je pense à la Wallbox, par exemple, 48 ampères. Pourquoi je parle de cette borne-là? C'est parce qu'elle, on peut faire du partage de charge sans être obligé d'avoir du Wi-Fi puis du réseau, parce que souvent, à l'extérieur, le Wi-Fi, il faut des répéteurs puis d'autres antennes pour amplifier le signal. La Wallbox, elle marche sans le Wi-Fi. Il suffit à l'électricien de mettre un petit fil de communication entre les 2 bornes. Fait que là, ils se parlent, ils utilisent le même circuit de 48 ampères. Puis ça se fait de façon intelligente. Vous branchez vos 2 voitures sur les 2 bornes, puis ça va gérer la capacité. Puis oui, s'il y a un des véhicules qui a fini de charger, le plein 48 ampères va être disponible pour l'autre. Fait que c'est vraiment la solution optimisée. Puis vous mettez pas toutes vos œufs dans le même panier. C'est que une borne avec 2 pistolets, si la borne elle brise, là, t'as plus rien pour charger, là. Puis on le sait, ça brise tout le temps entre Noël et Jour de l'An quand tout le monde est en congé, là, puis c'est en plein hiver, là, la loi de Murphy. Fait que oui, ça se fait très bien. Puis c'est très abordable. On parle de 1000 $ la borne, 2 fois 1000. Puis là, tu as le droit à 2 fois 600 $ parce que là, tu achètes 2 bornes. Parce que la subvention de 600 $, c'est en fonction du véhicule. Donc, tu as le droit à 2 fois la subvention, mais il faut que tu achètes 2 bornes pour avoir la subvention 2 fois. Alors voilà pour la question qui avait été posée par M. Alexis Voisin. J'espère que ça répond à vos interrogations sur le sujet. Donc, si vous avez des questions, vous aussi, gênez-vous pas, on va y répondre avec le plus grand des plaisirs. Je vous rappelle, question.silenceonroule.com. Alors, sans plus tarder, je vous invite tout de suite à aller écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore, venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. L'actualité dans le monde des VE. Le fournisseur suisse de batteries Leclanché affirme avoir réalisé une percée significative dans la sécurité de ses batteries lithium-ion sans compromettre les performances des cellules.
en ajoutant un additif ignifuge spécial à la composition de sa formule électrolytique. Leclanché affirme avoir réduit les risques d'événements thermiques à près de 80%. L'exploit a été validé par le groupe Intertech allemand, un laboratoire externe qui a mené une série de tests qui consistaient à perforer avec des clous des cellules de 60 ampères-heure de Leclanché. Lors du test, les cellules perforées ont produit un court-circuit interne, mais ne présentaient aucun risque d'incendie, ce qui est bien inférieur à celui des mêmes cellules sans additif ignifuge. Les ventes de voitures neuves ont chuté de 25% le mois dernier et la pénurie mondiale des semi-conducteurs et la flambée des prix du carburant continuent de nuire à l'industrie. Les immatriculations ont chuté de 24,3% à 140 958 en juin aux États-Unis selon les derniers chiffres de l'organisme commercial Society of Motor Manufacturers and Trades, le SMMT. Il s'agit de la plus faible performance pour la même période depuis 1996. Cependant, les ventes de véhicules électriques, quant à elles, ont continué à progresser avec une hausse de 14,6%, c'est-à-dire 22 737 véhicules électriques qui représentent 16,1% du marché. L'année dernière, à la même époque, le pourcentage du marché n'était que de 10,7%. Toyota a franchi une étape importante et rejoint Tesla et GM pour subir la suppression progressive des incitatifs fiscaux du gouvernement fédéral américain. Rappelons que Toyota a vendu son 200 millième véhicule électrique rechargeable au cours du deuxième trimestre, amorçant la suppression progressive des crédits d'impôt américains pouvant atteindre jusqu'à 7 500 $ pour ses clients. La réduction du crédit pour les clients de Toyota devrait être finale en octobre 2023, a annoncé mercredi la société, car l'élimination progressive doit débuter le 1er octobre. Tesla et General Motors vivent déjà le retrait du crédit d'impôt de leurs clients qui achètent un véhicule tout électrique ou hybride rechargeable. À ce stade, c'est un fait connu que les véhicules électriques prennent l'assaut du monde. Si l'acceptation de la voiture électrique dans son ensemble est encore loin de ce que l'on voudrait que ce soit, c'est l'inverse pour le segment de la micromobilité. Composé des scooters électriques, des vélos électriques, le secteur de la mobilité électrique à plus petite échelle a considérablement transformé le mode de vie de certaines régions d'Asie et d'Europe, voire même aux États-Unis et ici au Canada, ouvrant progressivement leurs portes à des petits véhicules électriques. En Allemagne, en fait, une nouvelle étude de la Société de recherche Deloitte confirme que les vélos électriques mènent la charge en matière d'adoption de véhicules électriques. L'étude menée en Allemagne en juin dernier a évalué la propension des citoyens à utiliser des véhicules électriques ainsi que le type de véhicule électrique qu'ils préféraient. Sans surprise, les résultats de l'enquête ont clairement démontré qu'une grande partie se composait de vélos électriques, 18% de l'échantillonnage préférant les vélos électriques comme utilisation quotidienne. Les scooters électriques et les voitures électriques représentent 7%. Des utilisateurs ont aussi dit vouloir utiliser les cyclomoteurs électriques, les motos électriques qui, quant à elles, avaient respectivement 2% du marché. Si vous voulez en apprendre plus sur la mobilité électrique, particulièrement les vélos à assistance électrique, nous vous conseillons d'écouter l'épisode 87 de Silence on roule. Selon un document de la Maison-Blanche, Tesla s'apprêterait à ouvrir son réseau de superchargeurs aux véhicules électriques compétitifs plus tard cette année aux États-Unis. La société a déjà annoncé son intention d'ouvrir le réseau aux véhicules tout électriques de toute catégorie dans le monde, mais le déploiement de l'initiative est lent et se limite actuellement à l'Europe. Cette décision est logique étant donné que Tesla a adopté déjà la norme CCS en Europe, comme tous les autres constructeurs automobiles, et que ses superchargeurs sont déjà équipés de ces connecteurs. En Amérique du Nord, Tesla utilise une connexion exclusive pour ses véhicules et ses stations de recharge. Cette approche empêche les autres véhicules électriques d'utiliser le réseau de superchargeurs et limite les propriétaires de Tesla à son propre réseau pour une recharge rapide, à moins qu'ils ne puissent mettre la main sur un adaptateur CHAdeMO qui n'est plus disponible ou le CCS qui techniquement ne l'est pas encore. La mise en application du plan d'ouverture du réseau de superchargeurs aux États-Unis n'est pas claire, mais le PDG Elon Musk a déjà envisagé la possibilité d'installer des adaptateurs dans les stations pour les compétiteurs de véhicules électriques. Pour répondre aux préoccupations concernant l'autonomie et l'infrastructure de recharge, de nombreux constructeurs automobiles se sont tournés vers des batteries plus grosses qui réduisent les besoins de recharge. Mais en contrepartie, elles augmentent le coût de production et le poids des batteries. Mais un récent rapport de Reuters confirme que plusieurs startups adoptent maintenant une approche différente. Des startups comme Nebolt et Ekion Technologies basées au Royaume-Uni ou Groupe 14 Technologies basées aux États-Unis mettent l'accent sur le temps de recharge selon
les rapports. Il vise à produire des batteries à recharge plus rapide, permettant des arrêts fréquents afin de réduire les coûts de production et pour équiper davantage de véhicules électriques avec des plus petites batteries. Nebolt aurait développé des matériaux d'anode en oxyde de niobium qui réduisent les temps de recharge à quelques minutes. Aiken développe également des anodes fabriquées avec du niobium, qui est actuellement utilisé pour renforcer l'acier, un minerai principalement extrait au Brésil et au Canada. Aiken prévoit également utiliser ces batteries dans les véhicules utilitaires, mais souhaite lancer des batteries pour les voitures particulières d'ici 2025. Walmart a commandé 4500 camionnettes tout électriques afin de mettre sur pied son réseau de livraison et atteindre l'objectif zéro émission d'ici 2040. L'expansion de sa flotte par le géant de la vente au détail n'est pas tout à fait nouvelle, car l'entreprise prévoyait depuis un certain temps déjà se moderniser afin de respecter l'environnement. Mais quoi dire de Canoo, la société basée dans l'Arkansas qui a pris la commande de 4500 véhicules que fabriquera la compagnie Lifestyle Delivery Vehicle, une fourgonnette compacte qui devrait entrer en production en 4e trimestre de cette année. Les dites camionnettes seront disponibles dès 2023, a déclaré Canoo dans un communiqué. Selon le communiqué de Walmart, ils ont signé un accord pour acheter 4500 véhicules qui pourraient éventuellement monter en termes de commandes jusqu'à 10 000 unités. Les deux sociétés ont refusé de divulguer les coûts de la transaction, mais le véhicule Lifestyle Canoo se vend actuellement à 34 750 $ américains l'unité. C'est déjà le temps des vacances, disons-le, bien mérité. Je vais prendre quelques minutes pour vous rappeler que le podcast fera relâche pendant la saison estivale. C'est le temps des vacances et je m'accorde une pause en famille après avoir mis en ligne l'épisode 130 le 15 juillet. Je vous reviendrai avec plein de choses à vous dire le 12 août prochain. Entre-temps, à vous tous, bonnes vacances! Roulez vert avec Stéphane Levert. Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Dans ma dernière chronique, à la toute fin, lorsque j'expliquais les différents changements qui avaient eu lieu dans les dernières semaines dans les programmes de subvention autant fédéral que provincial, je vous avais dit que je reviendrais sur un aspect, un concept en fait de l'accessibilité, puis qu'il y avait des fois plusieurs angles qu'on pouvait analyser cet aspect-là de l'accessibilité des véhicules électriques sur le marché. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais revenir sur cet aspect-là qui peut être très intéressant dépendant justement de quel angle on le regarde. Dans ma dernière chronique, justement, je vous exposais que suite aux dernières annonces des deux paliers de gouvernement de rehausser le plafond des véhicules, du prix des véhicules accessibles aux différentes subventions, qu'il y avait eu des réactions un peu mitigées. Donc, certains voyaient ça d'un bon œil, d'autres, au contraire, le voyaient comme d'un mauvais œil. Et juste pour être totalement transparent, j'aurais probablement, il y a peut-être 2 ou 3 ans, été d'accord en voyant cette augmentation-là. Faut dire que depuis le début de l'ère des véhicules électriques sur le marché pour le grand public, mettons en 2012-2013, avec l'apparition, par exemple, de la Leaf ou de la Tesla Model S, on disait qu'avec le temps, l'évolution, l'augmentation de la production des véhicules, l'amélioration des procédés de fabrication, surtout des packs batteries, on nous disait qu'avec la diminution du prix au kilowattheure, que ça pourrait arriver jusqu'au point de même rejoindre le prix d'acquisition d'un véhicule comparable à essence. Mais depuis 2 ans, là, j'ai comme perdu un peu espoir à voir vraiment ce jour arriver. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a quand même une certaine mise en contexte de l'industrie automobile dans son ensemble. Donc, même si vous me connaissez, j'ai un grand intérêt personnel envers les véhicules électriques et mes chroniques que je fais sont définitivement focusées là-dessus. Mais je reste quand même à l'affût un peu des nouvelles puis de comment que le marché automobile dans son ensemble évolue. Et puis, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un exercice de comparaison à savoir, est-ce vrai que les véhicules électriques sont à ce point encore beaucoup plus chers que les véhicules comparables à essence? Donc, j'ai fait un exercice de comparaison, j'ai fait une petite recherche très rapide
Et puis, dans la perception des gens, ils se disent qu'une Honda Civic, c'est la berline commune, que les moyenne gamme que les gens vont être intéressés. Donc, actuellement, une Honda Civic, c'est en moyenne 30 000 $. Donc, il y a une Civic à Hayon qui se vend un petit peu plus cher, à 37 000 $. Mais c'est dans ces eaux-là qu'on est. On n'est plus dans les 20 000 que ce même véhicule-là, cette même Honda Civic-là devait se vendre dans les environs de 20 000 environ. Là, on a vraiment augmenté de façon substantielle un véhicule de ce type-là. En comparaison, une Chevrolet Bolt EV est actuellement environ, dépendant des versions, 40 000 et la version EUV, 42 000. Donc, il n'y a pas un si gros écart si on prend en considération qu'après ça, le véhicule électrique, lui, il va avoir les subventions qui vont s'appliquer. Un exercice comparable aussi, j'ai fait la comparaison entre une Honda Accord, qu'en moyenne, ça va être dans les 40 000 environ, incluant transport et préparation, et 45 000 si les versions les plus équipées. Une Hyundai Ioniq 5 Preferred est à 49 000 actuellement, et on peut aller chercher des versions jusqu'à environ 56 000 $. Donc encore là, oui, il y a un écart, mais cet écart-là, définitivement, qui se récupère évidemment à l'utilisation, comme la majorité d'entre vous le savez déjà. Donc, si vous êtes un peu comme moi, puis qui parlez beaucoup de véhicules électriques avec votre entourage, à partir du moment que vous faites comprendre aux gens dans votre entourage que oui, il y a un écart de prix, mais il est justifiable et on peut récupérer facilement cet écart-là à l'utilisation. Donc, à partir du moment qu'une personne comprend ce qu'il faut regarder, c'est le coût total de possession et qu'il se fait à l'idée que son prochain véhicule, c'est logique d'aller vers l'électrique, il se retrouve là dans un deuxième défi d'accessibilité qui est en fait la disponibilité. Puis là, face à des listes d'attente qui va se retrouver devant 18, 24 mois et plus pour des modèles super populaires en forte demande, qu'est-ce que la personne va se dire? Donc, on a beau dire que le véhicule électrique, même avec les prix annoncés actuellement, ça fait en sorte que c'est quand même accessible à la moyenne des gens à partir du moment qu'on comprend ce que c'est le coût total de possession. Donc, on se retrouve quand même devant une situation que les gens ne peuvent pas les acheter. Et là, depuis 2 ans, on nous sert toutes sortes de raisons, à partant de la COVID, évidemment, la pénurie de semi-conducteurs, pénurie de main-d'œuvre. Et ce sont tous des éléments qui, effectivement, à un certain moment, ont affecté le fait de pouvoir fabriquer et de pouvoir livrer des véhicules électriques. Mais dans le cas qui nous intéresse, le Canada ou le Québec, le véritable enjeu se trouve pas là. Le véritable enjeu, c'est vraiment le niveau de la rentabilité. Donc, les manufacturiers veulent en vendre le moins possible ici parce que c'est beaucoup plus rentable les vendre aux États-Unis ou en Europe. Prenez des comparables, prenez des véhicules qui sont vendus autant ici sur notre marché que sur les autres marchés, puis comparez le PDSF en dollars canadiens et en US, par exemple, avec nos voisins du Sud. L'écart est beaucoup moins grand que juste le fait de convertir avec le taux de change actuel. Donc, est-ce que actuellement des manufacturiers comme Volkswagen qui lancent la ID4 ou Hyundai qui lance une Hyundai Ioniq 5, qui sont des véhicules que j'appelle de nouvelle génération quand même, là, qui arrivent avec des nouvelles technologies, des nouvelles plateformes, est-ce que ça me choque de les voir arriver avec des fourchettes de prix de 50, 60 000 $ si on inclut les frais de transport et préparation pour des versions plus équipées? Pas nécessairement. Il y a quand même des gens qui les demandent, ces véhicules-là, à ces prix-là. Parce que c'est des gens qui recherchent des véhicules avec un niveau d'équipement plus grand, des capacités comme des capacités de remorquage, des caractéristiques très précises que les gens recherchent. Donc, les manufacturiers viennent quand même combler un besoin. Je me dis que tant et si longtemps qu'il reste des alternatives plus abordables, disons, ou qui sont plus dans une fourchette de prix plus basse, comme par exemple GM qui garde une Chevrolet Bolt qui est extrêmement intéressante ou extrêmement compétitive dans le créneau de prix qu'ils sont. Je suis OK avec ça. Encore faut-il qu'on puisse les acheter, donc qu'on puisse les livrer, ces véhicules-là. Et c'est là qu'il est, selon moi, il faut quand même être conscient de cette réalité-là qui est
la mondialisation. Donc, on n'est pas nécessairement contre nous-mêmes, on est contre les autres marchés ailleurs dans le monde. Donc, il va falloir vraiment trouver un équilibre entre les modèles avec une fourchette de prix plus basse versus des modèles peut-être plus équipés ou qui ont plus de caractéristiques qui vont pouvoir être vendus plus haut. Donc, est-ce que ça va être le modèle actuel, c'est toujours de dire une version d'un certain modèle avec un montant X et qui peut aller jusqu'à, par exemple, un plafond de Y. Mais est-ce que ça va falloir plutôt dire que le manufacturier doit offrir un modèle à tel niveau de prix, et après ça, il peut y avoir d'autres modèles plus hauts? Je sais pas. Fait il va vraiment falloir, selon moi, repenser un peu le modèle de subvention si on veut offrir des modèles plus accessibles, donc que les manufacturiers vont quand même pouvoir garder un certain niveau de rentabilité si ces modèles-là ont de la demande. Donc, c'est ce qui conclut ma chronique. J'espère que ça vous a aussi stimulé à avoir votre propre réflexion par rapport à ces enjeux-là. C'est parce qu'on est vraiment dedans. Là, j'ai vraiment hâte qu'on puisse sortir de cette pénurie de véhicules-là, puis que chacun puisse commander dans un délai vraiment plus raisonnable que ce qu'on retrouve actuellement. Donc, si ça vous permet de réfléchir, vous faire votre propre idée, je suis bien content. Donc, c'était ma dernière chronique avant les vacances. Je vous souhaite d'en profiter grandement et on se retrouve au retour. Donc, c'était Stéphane Levert qui vous souhaite bonne route. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûches? Il n'y a qu'une solution, Hydro Solutions. Depuis plus de 60 ans, Hydro Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez une soumission gratuite et sans engagement de votre part au www.hydrosolutions.com. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche afin qu'ils prennent tout en charge. L'analyse de votre situation, l'installation d'une borne de qualité par un installateur certifié et même, au besoin, le financement sur 24 ou 48 mois. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Claude Hallé, qui est le directeur général Est du Canada pour Cubex Équipement. Bonjour, Monsieur Hallé. Bonjour, M. Archambault. Écoutez, on est très content de vous avoir. Premièrement, vous êtes un de nos commanditaires, donc c'est toujours une belle nouvelle de pouvoir s'entretenir avec un de nos commanditaires. Donc, merci beaucoup. Oui. À la fois pour la commandite et votre présence aujourd'hui. Parlez-nous en entrée de jeu, là, Cubex Équipement, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites pour que nos auditeurs puissent vous situer un petit peu, là? Bien, Cubex Équipement fête cette année son 50e anniversaire. Donc, on est présent à travers le Canada, de Vancouver à Saint-Jean-sur-Richelieu, sur la rive sud de Montréal. Et notre principale niche, c'est l'équipement pour le marché municipal. Tout ce que ça prend pour entretenir les villes, le déneigement, le déglaçage, le nettoyage de rue. En tout cas, on a toute la panoplie de qu'est-ce que ça prend. Et justement, on est situé à Québec. Au Québec, et puis on dessert également les provinces maritimes. OK. Donc, toute la machinerie là, qui n'est pas un véhicule traditionnel, donc une voiture ou un camion standard. Et le pourquoi de votre présence aujourd'hui, c'est que Cubex, comme d'autres entreprises dans d'autres secteurs d'ailleurs, commence à regarder pour substituer graduellement certains véhicules qui historiquement fonctionnaient avec des énergies fossiles pour les amener vers des véhicules qui sont électrifiés. Et dans cet axe-là, qu'est-ce que Cubex là, met de l'avant? Qu'est-ce que vous faites pour mettre de l'avant certains véhicules électrifiés? Bien, l'année passée, on a réalisé une belle étape, c'est-à-dire qu'on a fourni le premier balai de rue électrique, 100% électrique, du groupe Fayard, qui est un conglomérat français, qui s'appelle le Ravo, et on a livré ça à la Ville de Montréal, qui avait un budget spécial pour faire des études.
Donc, on est fiers l'automne passé. Donc, les manufacturiers avec qui on fait affaire ont vraiment la mission d'offrir d'ici 2-3 ans une offre plus complète pour différentes grosseurs de balais aspirateurs pour les villes. Et en même temps, on réalise qu'il y a d'autres créneaux qui ne sont pas développés, qui sont récemment là, développés au Canada. Donc, on s'enligne pour justement avoir comme cible autour de 40% de notre chiffre d'affaires en véhicules électriques pour les 4 à 5 prochaines années. C'est le plan de notre entreprise là, dans le marché municipal et aussi dans les milieux industriels et institutionnels. OK. Je pense qu'on peut facilement visualiser là, le genre de véhicule qui est utilisé par les villes, que ce soit des petits véhicules pour transporter, je sais pas moi, l'équipement des gens qui s'occupent des entretiens floraux sur les terre-pleins, les balais qui ramassent les cochonneries, des trucs comme ça. Mais il y a d'autres types de petits véhicules qui sont utilisés ailleurs que dans des villes. Je pourrais penser, par exemple, à des véhicules qui vont servir à traîner de la machinerie ou des bagages sur un aérogare, par exemple, ou des trucs comme ça. Est-ce que vous avez des véhicules pour ces marchés-là également? Oui, bien, ce qui est intéressant, là, au Canada, je dirais depuis peut-être une quinzaine d'années, Transport Canada, c'est lui qui légifère en termes de véhicules sur le territoire, puis les provinces ont la responsabilité de l'adapter à leur réglementation au niveau sécurité sur la route. Donc, on appelle ça un véhicule à basse vitesse. C'est un véhicule qui était utilisé seulement à l'origine sur des sites fermés industriels où on n'avait pas besoin d'aller sur la voie publique. Donc, aux États-Unis, il y a eu un phénomène depuis une douzaine d'années on a demandé que ces véhicules-là, pour des distances de proximité, soient capables d'aller sur la route parce que ça pouvait justement donner plus de flexibilité pour l'achat de ces flottes de véhicules-là. Donc, on a appelé ça véhicule à basse vitesse. Puis, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que ces véhicules-là, pour être réglementaire à Transport Canada, le véhicule est limité à 40 km/h et la juridiction nous permet d'aller sur la voie publique dans des zones où les routes sont de 50 km et moins. Donc, c'est vraiment ça. C'est pour des distances de proximité. C'est vraiment le créneau qu'on veut développer parce que dans les villes, différentes villes ont différents arrondissements. Donc, on pense sérieusement que ce véhicule-là peut remplacer un pourcentage d'une flotte de véhicules sur des gros camions énergivores et on a une économie vraiment d'échelle à pouvoir réaliser dans les prochaines années. Puis on voit de plus en plus l'intérêt des gestionnaires, que ce soit au niveau industriel ou municipal. OK. La municipalité qui s'achète de l'équipement comme ça, c'est des équipements qui généralement, là, à essence même, c'est relativement coûteux. Hein. Ça fait partie de l'équipement là, qui, malheureusement, pour les villes, là, comporte un certain nombre de... c'est un fardeau financier qui est quand même assez important. L'idée de transférer ces véhicules-là en étant des véhicules électriques, j'imagine que pour plusieurs villes, ça peut représenter certaines économies au niveau du carburant, donc de l'alimentation en carburant d'un véhicule qui serait fréquemment utilisé, par exemple, les tonnes de fuel qu'on n'utilise pas pour mettre dans le véhicule parce qu'on l'utilise à l'électricité, ça peut devenir intéressant. Est-ce que vous abordez les villes en leur permettant d'évaluer les gains potentiels, les économies d'essence qu'ils vont faire en utilisant vos véhicules? Donc, est-ce que ça fait partie de votre pitch de vente, comme on dit? Oui, certainement, parce qu'on le sait de plus en plus, on a réalisé que on achète des véhicules beaucoup plus gros qu'on a besoin, puis même comme particulier, tu sais, on voit beaucoup de véhicules, des VUS, des gros camions, puis souvent, il y en a qui ont des gros camions, des 250, on tire même pas de charge, ou tu sais, c'est surdimensionné. Donc, au niveau des villes, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que on a le coût d'électricité le plus bas en Amérique du Nord. Faut être fier de ça. Pour 8 cents le kilowatt, je crois. Le kilowattheure, ouais. Le kilowattheure, excusez. Et ça peut coûter, selon le type de batterie, entre 1$ et 3$ par charge. OK? Comparativement à un plein, surtout, c'est d'actualité. Ce temps-ci, l'essence explose. On est près du 2$ le litre. Donc, on peut facilement évaluer
de 4 à 5 000 $ par année, juste l'essence. Mais il y a un volet qu'on oublie souvent, un véhicule électrique, la maintenance est beaucoup plus basse. On peut parler des fois de 70-80% de moins d'économie en entretien. Donc, si on combine les deux, puis que le véhicule, quand même, cette catégorie-là de basse vitesse est quand même beaucoup plus bas à l'achat, combiné à l'économie. Donc, c'est vraiment des grosses différences. Puis des budgets, ça pourrait leur permettre justement, avec les coupures dans les budgets, de greffer plusieurs autres véhicules pour aucun frais supplémentaire dans leur flotte. Quand on fait le tournant vers l'électrique, on doit forcément, parce qu'on sait qu'on va s'alimenter en électricité, également songer à notre moyen d'alimentation. Donc, est-ce que une ville qui fait l'achat de, disons, 3 véhicules électriques chez vous, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'installer comme infrastructure de recharge? Est-ce que c'est des bornes standards pour les voitures? Est-ce que c'est d'autres types de bornes? Et est-ce que vous les accompagnez dans cette démarche-là? Par exemple, la ville qui connaît rien là-dedans, là, c'est ses premiers véhicules électriques, là, ils se doutent bien que c'est une bonne idée, mais ils n'ont aucune idée par quel bout de pogner ça, puis ils vont vous voir, là, est-ce que vous pouvez les accompagner dans l'infrastructure de recharge? Oui, on peut les accompagner, puis il faut être fier au Québec. Au Québec, on est un fleuron parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui font des bornes de recharge. Et à ma grande surprise, puis agréable surprise, c'est qu'ils sont déjà pas mal au courant, puis des fois autant que nous, puis souvent les villes, avec les gestionnaires, il y a déjà des mandats clairs dans les municipalités. Donc, les compagnies québécoises, ils les connaissent déjà. Puis quand on fait nos ventes, on n'implique pas les bornes de recharge. Les gens s'en occupent parce qu'ils ont une structure, ils ont différents types de véhicules. Mais la prise qu'on a sur ces véhicules-là, c'est la même qu'un véhicule standard, un véhicule électrique. Et il y a aussi la possibilité, avec ce qui est offert avec le véhicule, d'être en mesure de le charger comme une prise 110 volts. C'est sûr que ça prend beaucoup plus de temps à charger, mais si on n'a pas la borne, on peut, si on a la nuit pour, on a une journée ou mettons, 8-10 heures qu'on n'a pas besoin d'utiliser le véhicule, on peut également être capable de pouvoir se charger. Mais il faut jamais oublier que le type dans lequel on parle, là, les véhicules à basse vitesse, c'est surtout pour des usages commerciaux. OK. Et les gens vont utiliser ça parce que c'est limité à 40 km. Il faut jamais oublier ça dans l'équation que c'est 40 km. Donc, si on a un commerce, on livre des pièces d'auto, on fait la livraison de colis, on est dans le pharmaceutique, on fait plein de choses, puis qu'on reste dans le même secteur, c'est génial parce que ça va désengorger les centres-villes, puis c'est quand même un créneau qui est encore méconnu, mais qui, comme on disait tantôt, là, la popularité grandit. Oui, grandissante. Et étant donné que ça roule, vous le dites, à basse vitesse, évidemment, tous nos auditeurs qui ont des voitures électriques comprennent bien le phénomène. Puis de toute façon, c'est vrai avec l'essence également. Plus on roule vite, plus on consomme. Donc, ces véhicules-là ne roulant pas très vite, j'imagine qu'ils ont quand même, c'est quand même assez économique, quoique ça peut être assez lourd comme véhicule dans certains cas. Mais quelle est l'autonomie moyenne là, si j'achète un petit véhicule, je sais pas moi, comme un petit camion là, pour transporter des outils sur des sites où je fais de l'horticulture pour ma ville, ou si j'ai un petit camion aspirateur qui ramasse les détritus en bord de chaussée. Je pars avec mon véhicule pleinement chargé le matin. J'ai quoi comme autonomie avec ça? Une bonne question. On a plusieurs... tous les véhicules, c'est des batteries à grande autonomie. C'est des batteries lithium-ion. Et la plus grosse batterie pack, comme on appelle dans le jargon, c'est 20 kW. Et on a une autonomie de 195 km. Donc, comme je disais tantôt, c'est des distances de proximité. Donc, si on tourne dans notre quartier, 195 km, on a suffisamment. On est bon longtemps. Et l'autre point qu'il faut prendre en considération, à cause de notre climat, on pourrait dire nordique, c'est faut toujours conseiller la clientèle de prendre en considération parce que ces véhicules-là ont l'air climatisé, ont le chauffage. Donc, une compagnie qui ferait de la livraison de proximité, ben on conseille une plus grosse batterie parce que justement, on va perdre de l'autonomie, peut-être 25, 30, tout dépendamment là, de la température. Donc, 195, la plus grosse batterie, c'est en référence dans des conditions normales.
Donc, si on est moins 25 puis on travaille une semaine à Montréal d'un gros froid, probablement on ne sera pas capable de l'atteindre, mais c'est la référence là, pour la plus grosse batterie. OK. Évidemment, on a un mouvement assez implanté au Québec depuis quelques années et qui s'est intensifié avec la venue de la pandémie, a accéléré les efforts du gouvernement pour faire la promotion des véhicules électriques et accélérer la transition énergétique. En ce sens, on connaît bien, nous les électromobilistes, les subventions du gouvernement pour l'achat ou la location de véhicules électriques, de bornes de recharge. Mais est-ce que pour les véhicules basse vitesse ou les véhicules pour lesquels on parle, les véhicules plus utilitaires pour les municipalités, est-ce qu'il y a des subventions qui existent? Il y a des villes qui voudraient se prémunir de ces véhicules-là? Oui, certainement. Je crois que le gouvernement a été très à l'écoute du marché. Le créneau des véhicules à basse vitesse a été ajouté en début d'année au programme éco-camionnage, comme on voit dans les grosses compagnies de livraison de colis. Donc, c'est une subvention très intéressante et qui fait toute une différence pour la commercialisation de ces camions-là. C'est 12 500 $ qu'on peut avoir à l'achat et la seule demande du gouvernement pour être éligible, je devrais dire, c'est que premièrement, tous les véhicules à basse vitesse doivent être immatriculés, peu importe si on est route ou hors route, et minimum 3 ans immatriculés, et ça nous donne l'opportunité d'avoir cette subvention généreuse en prenant en considération le prix de l'équipement. Donc, ça se rapproche de beaucoup d'un prix qu'on voit sur des côte à côte, qu'on appelle le side-by-side à diesel qu'on voit, mais qui peuvent pas aller sur la route. Il y a quelques milliers de différences entre ces deux créneaux-là. Et quand on peut l'avoir électrique, ça peut permettre à beaucoup d'utilisateurs qui prennent des côte à côte parce que faute de pas d'autres produits sur le marché électrique. Donc, on voit de plus en plus que la volonté de certaines industries de dire, ben écoute, on a un camion robuste utilitaire qui peut être transformé et on paye peut-être 4-5 000 $ de plus, puis on a un véhicule électrique et on vient de sauver des coûts de carburant et de maintenance. Donc, c'est très alléchant, puis c'est difficile de résister à ça si le besoin est vraiment là. Bien entendu. Il arrive régulièrement que les villes aient à acheter quelques véhicules. Par exemple, veulent s'acheter ils doivent renouveler puis s'acheter 3 ou 4 camions aspirateurs, par exemple. Est-ce que la même municipalité peut acheter plusieurs véhicules et avoir plusieurs subventions ou il y a une limite en termes de nombre de véhicules subventionnables? Non, il n'y a aucune limite. Si une ville veut en acheter 5, 10, ils ont le même rabais par unité. Et puis, le rabais, pour les gens qui nous écoutent, il faut qu'on comprenne, c'est pour un usage commercial. Là. Tu sais, c'est pas monsieur ou madame tout le monde qui décide d'acheter ça. Il faut que ça soit dans un but commercial, transporter de la marchandise, l'entretien des parcs dans le municipal. Donc, tout le monde est éligible dans des sites industriels ou des complexes miniers qu'on voit qu'il y a on reste sur un plan. Donc, il y a beaucoup de créneaux qui est en train de se développer et ils sont éligibles et se qualifient pour ce rabais-là. Faut pas l'oublier. Est-ce que, si j'ai bien compris votre modèle d'affaires, vous êtes un distributeur de ces véhicules, donc vous ne les fabriquez pas, c'est ça? C'est ça. Nous, on est distributeur exclusif au Canada, donc c'est un produit canadien, donc qui est fabriqué à Winnipeg. On a d'ailleurs un bureau à Winnipeg pour le Manitoba, à quelques kilomètres de l'usine de Westward Industries. Le véhicule s'appelle le Max EV et il est disponible en 6, 8, 15 et 20 kilowatts. Donc, ce qui est intéressant, on est capable de personnaliser notre véhicule tout dépendamment de l'autonomie qu'on a besoin. Donc, quelqu'un qui a pas beaucoup de distance à faire, il n'y a aucun intérêt à acheter un 15 ou un 20 kW. Un 8 kW, c'est prêt à l'affaire. Donc, on sait qu'il peut y avoir une différence entre chaque catégorie de batterie de 5 à 6 000 $. Donc, si quelqu'un a un 8 kW fait l'affaire, à l'achat, il peut économiser un 10 000 $ facilement. Et si on applique le rabais de la subvention éco-camionnage, ça devient très, très intéressant. On a des commandes dans des campings, sur des fermes, soyez les animaux, pas de bruit. On est capable de rentrer un peu partout. Puis dans les centres-villes, dans la livraison de colis qui explose en ce moment aussi, la livraison d'épicerie,
mais ces petits camions-là sont mieux adaptés. La grosseur est idéale. Pour vous donner une idée, je suis encore à l'ancienne école en pied. C'est presque 55 pouces de large. Donc, en mètres, ça ferait peut-être 2 mètres. Je suis pas tellement bon dans le système métrique, mais on est capable de se faufiler partout parce qu'on se rend compte dans les centres urbains que les trucks sont surdimensionnés. On a un gros cube qui bloque la circulation et on est capable d'avoir un véhicule de proximité qui est capable d'aller se ravitailler régulièrement. Donc, on mise beaucoup là-dessus de ce créneau-là qui est de plus en plus croissante au Québec. La question qui tue, parce qu'on connaît les véhicules grand public, le problème actuellement, c'est pas l'intérêt des gens, c'est la disponibilité de ces véhicules-là. On le commande, puis on nous dit, reviens nous voir dans 1 an et demi, on va peut-être en avoir un pour toi. Si demain matin, une municipalité vous appelle puis vous dit, j'aurais besoin de 3 véhicules, je sais pas, moi, les 8 kWh, comme vous nous disiez tantôt, c'est assez pour moi, puis ils vous en commandent 3. Ils peuvent espérer recevoir ça quand? Est-ce qu'il y a un délai très grand pour ces véhicules-là? Une très bonne question et d'actualité avec tous les problèmes d'approvisionnement de tous les... C'est un problème mondial. La production pour la première moitié de 2022, elle est déjà toute vendue. On pourrait espérer d'ici, je dirais, 5 à 6 mois, parce que on en a régulièrement des municipalités puis du côté industriel. Et dans le pire des cas, parce que les quantités s'accumulent, des fois il y a des ventes, des achats multiples, donc on essaie de satisfaire la demande, mais pour vous donner une idée concrète, là, je dirais que on serait capable de livrer facilement 50-60 véhicules d'ici la fin de l'année. OK, excellent. Ouais. En terminant, il y a peut-être des municipalités, des gens qui travaillent pour des villes ou encore des entreprises pour lesquelles ils disaient c'est le genre de truc qui serait cool pour nous puis qui veulent en savoir plus. J'imagine qu'ils peuvent visiter votre site Internet pour aller chercher de l'information. À quel endroit on trouve ça? C'est le www.qubexltee.com et vous avez l'onglet équipement, vous avez véhicules électriques. Il y a des brochures qui sont disponibles que vous pouvez télécharger. Il y a des vidéos et on a aussi notre chaîne YouTube. Vous faites Qubex équipement avec un S, puis vous êtes capable d'avoir toute l'information. Vous avez les courriels de nos équipes de vente. Vous êtes capable, par l'entremise de notre site web, de nous envoyer vos questions. Et puis, on répond très rapidement. Et il y a les équipes de vente qui sont à parcourir le Québec avec plusieurs unités démonstrateurs pour aller justement faire des essais. Et on fait également des essais à nos bureaux sur la Rive-Sud de Montréal à Saint-Jean. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut en connaître plus, bien... on est facilement rejoignable. Excellent. De toute façon, les références pour votre site web et votre site YouTube seront mis dans les liens là, joints avec le podcast. Donc, M. Claude Allais, qui est directeur général Est du Canada pour Qubex Équipement, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci, ça m'a fait plaisir. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEQ. Arleco Génération 3, 8470 boulevard Parkway à Anjou, 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation.
pas juste des voitures avec Philippe Corbeil. Cette semaine, je vous parle de sport nautique. Pour commencer, je suis allé essayer le surf électrique chez EcoSurf sur la rivière Richelieu. Le surf électrique, c'est assez simple. C'est une planche de surf qui est munie d'un moteur électrique qui propulse la planche. EcoSurf a vu le jour en 2021. Ils font la location ainsi que la vente des planches de surf de la compagnie Oneon, un leader dans le surf électrique. Oneon offre 3 modèles de planches. Le Twin, conçu pour les utilisateurs jusqu'à 170 livres. La Carver X, plus puissante et conçue pour les utilisateurs de plus de 170 livres. Et il y a aussi la Manta, une planche conçue pour les longues excursions tranquilles, qui est plus large, plus stable, comparable à une planche à pagaie, et sa vitesse maximale est aussi beaucoup plus lente que les deux autres, avec un maximum de 10 km/h, alors que la Carver X peut atteindre jusqu'à 45 km/h selon le manufacturier. Du côté de la location, ce sont les modèles Twin et Carver X qui sont offerts. Les deux planches sont très similaires et la principale différence est la puissance. La Twin fait 5 kW de puissance alors que la Carver X en fait le double avec 10 kW. La X a aussi une deuxième batterie pour donner la même longévité d'utilisation que la Twin. EcoSurf offre 3 emplacements permanents pour la location. Tout d'abord sur la rivière Richelieu au quai Ryan à Sabrevois, sur le fleuve Saint-Laurent au village des Écluses à Pointe-des-Cascades et finalement en Ontario sur le lac Simcoe à Innisfil. En plus, durant l'été, il vont y avoir des points de location temporaires au lac Simon les 26 et 27 juillet ainsi que le 11 août et au lac Taureau les 3 et 4 août. J'ai donc fait l'essai des planches de surf électrique sur la rivière Richelieu à Sabrevois. Le fonctionnement de la planche est plutôt simple. On met à son poignet le contrôleur auquel est attaché un interrupteur qui actionne la planche. C'est assez simple, c'est seulement on ou off. Pour pouvoir embarquer sur la planche, on doit donc activer le propulseur car la planche doit être en mouvement pour qu'elle soit assez stable pour nous permettre d'être debout. Une fois debout sur la planche, on vogue facilement sur l'eau et on effectue les virages grâce à un transfert de poids. Je n'ai aucune expérience de surf et j'ai réussi, après plusieurs essais cependant, à surfer avec ma planche. Pesant 230 livres, je devais donc absolument utiliser la Carver X, qui est plus puissante et conçue pour les utilisateurs plus volumineux. Au niveau du contrôle, il n'y a pas d'ajustement de vitesse possible. C'est seulement la planche activée ou désactivée. Donc, c'est un peu compliqué se lever durant les premiers essais, puisque la planche va quand même assez vite. Après plusieurs essais infructueux, j'ai demandé au préposé de réduire la puissance de ma planche et il l'a donc mis à 80% de sa puissance. Après seulement 2 essais, j'étais maintenant capable de me tenir debout sur ma planche sans problème. Par contre, une fois debout, j'aurais apprécié un peu plus de vitesse. On ne peut ajuster la puissance de la planche qu'une fois à l'arrêt. Et une fois en marche, c'est seulement marche ou arrêt. J'aurais apprécié avoir un contrôle plus facile de la puissance lorsque la planche est en marche. Puisque j'ai eu un petit problème avec ma planche à un moment de l'essai, le préposé m'a laissé sa planche qui était la Twin. Là encore, très facile pour moi de me soulever de l'eau, mais une fois debout, je vois que mon poids handicape un peu la planche qui est fait pour les utilisateurs plus légers que moi. Au final, j'ai bien aimé mon expérience. Au niveau du coût, une heure de location est actuellement à 120 $ pour la Twin et à 150 $ pour la Carver X. Il est à noter que la location est pour une durée maximale d'1 heure ou encore l'utilisation complète d'une batterie. Un surfeur expérimenté va utiliser 100% de la batterie en environ 40 minutes. Si vous désirez en acheter une, EcoSurf fait aussi la vente. La Twin se détaille 12 449 $ et la Carver X 17 990 $. On trouve toutes les informations sur la location et l'achat sur le site ecosurfcanada.com. Pour les moins téméraires, toujours sur la rivière Richelieu, il est possible de se balader en bateau électrique grâce au service de navette et de location de la route de Champlain. Le service de navette dessert 3 emplacements à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il fait la navette aussi entre le Saint-Tropez et le quai Ryan à Sabrevois.
ainsi qu'entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Sabrevois. Le tout pour des tarifs entre 8 et 15 $. Ils offrent aussi des tours de l'île aux Noix pour seulement 25 $ par personne. Vous pouvez aussi louer les bateaux pour des blocs de 3 heures, capitaine inclus. La route de Champlain utilise des bateaux de Vision Marine qui s'appelaient avant Canadian Electric Boat Company. Si vous allez écouter ma chronique dans l'épisode de 86, vous allez en savoir plus sur ces bateaux. Pour en savoir plus sur les endroits desservis par les navettes électriques de la route de Champlain, allez sur le site laroutedechamplain.com. Et voilà, c'est tout pour moi cette semaine et je vous souhaite de belles vacances et on se reparle dans ma prochaine chronique. Comprendre son auto en 60 secondes, top chrono. Une question qui revient souvent de la part des nouveaux propriétaires de voitures électriques est: est-ce que je dois m'acheter une borne de recharge qui va charger à 6, à 11 kW, donc différents modèles, différentes puissances de bornes niveau 2? Première question, est-ce que votre véhicule prend, par exemple, une borne de 11 kW? Il faut le savoir. Il faut savoir aussi qu'à 11 kW, vous allez avoir besoin de 48 ampères plutôt que de 30 ampères pour une borne de 6,6 kW. Donc, ça prend plus d'énergie sur votre panneau électrique. Donc, est-ce que votre panneau peut le prendre? Est-ce que votre voiture peut le prendre? Mais dans tous les cas, il faut savoir que le gain en temps de recharge va être minime. Vous allez peut-être finir de charger votre voiture à 3h30 du matin plutôt qu'à 4h10. Donc, un gain de temps très minime. Par contre, si vous avez deux voitures électriques à brancher sur la même borne et que vous devez alterner entre l'une et l'autre des voitures, à ce moment-là, le gain de vitesse d'avoir une borne à 11 kW pourrait être nécessaire pour vous. Donc, c'est vraiment du cas par cas, mais dans tous les cas, le gain de vitesse est vraiment minime. Vous œuvrez dans l'entretien de parc, la livraison de colis, le secteur industriel, les fermes ou le monde municipal? Vous utilisez des véhicules utilitaires à basse vitesse? Grâce à Cubex Équipement, vous avez accès au Max EV pour répondre à vos besoins. Le Max EV est un camion utilitaire robuste, 100% électrique, dans la catégorie des véhicules à basse vitesse pour lequel vous pouvez avoir une autonomie allant jusqu'à 195 km. Les avantages d'un camion utilitaire électrique sont grands. Coût d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt et des coûts d'entretien fortement réduits. À ça, bien sûr, on ajoute le fait qu'aucun gaz à effet de serre n'est produit pendant son utilisation. Le véhicule est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux 4 roues et de freins à disque hydraulique. Il possède une vaste liste d'accessoires, dont le chauffage et la climatisation. Que vous le vouliez avec une boîte ouverte, une benne basculante, une boîte cargo ou muni d'un porte-échelle, Cubex Équipement saura vous fournir le modèle de Max EV qui vous convient et qui saura faciliter votre travail. Le Max EV est d'ailleurs éligible à la subvention du programme Éco-camionnage du ministère des Transports qui peut vous remettre un montant allant jusqu'à 12 500 $. Avec cette aide gouvernementale supplémentaire à l'achat, ainsi que les économies substantielles de carburant, vous économiserez ainsi pour les 10 prochaines années, tout en participant à la transition énergétique du Québec. Pour plus de renseignements, visitez le www.cubexltee.com ou téléphonez au 1-800-GO-CUBEX. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le relais électrique se recharge à l'avant-trottoir du centre-ville de Saint-Hyacinthe. C'est samedi le 16 juillet de 10h à 17h. Le Salon de la femme noire, c'est le 6 août de 10h à 18h et ainsi que le 7 août de 10h à 17h. C'est au 200 rue de la Commune-Ouest à Montréal. Il y aura essais routiers et kiosques d'information. Ensuite, rendez-vous culturel Saint-Casimir, c'est le dimanche 13 août de 10h à 16h. Kiosque d'information et essais routiers. Ensuite, spectacle sur la colline du lac Mégantic, c'est dimanche 14 août de 10h à 16h. Encore une fois, kiosque d'information et essais routiers de véhicules. Et n'oubliez pas le retour des kiosques virtuels avec kiosques en ligne qui auront lieu à partir de l'automne. Mais il y a également 3 salons de prévus, soit celui du véhicule électrique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est au centre Georges Vézina du 16 au 18 septembre 2022. Il y aura le salon du véhicule électrique de l'Outaouais du 23 au 25 septembre 2022. Et finalement, le salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe du 21 au 23 octobre au centre BMO.
Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire aujourd'hui Sylvain Juteau, Stéphane Levert, Philippe Corbeil ainsi que Claude Hallé. La recherche, Martin Archambault, Stéphane Levert et nos chroniqueurs Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Cédric Ingrand et Nicolas Lambert. Aux communications, Marie-Hélène Hamelin, thème musical François Villot, Luc Poirier ainsi que Marie-France Falardeau, réalisation et production Les Studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydro Solutions, Précision PPF Vitre Teintée, la boutique Réserve Bière et Saveurs, Boco Eco, ainsi que l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes à archives.silenceonroule.com et vous pouvez nous poser des questions en tout temps à questions.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, qui sera après les vacances, je vous le rappelle, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.